Lorsque mon téléphone a sonné ce matin-là à Paris, j'ai failli ne pas répondre. J'étais à mi-chemin d'une tasse de café, travaillant sur le design d'un client lorsque la voix de mon avocat a crépité à travers la ligne. « Chloé, dit-il lentement, vous devez vous asseoir. » Quelque chose dans son ton a fait se tordre mon estomac. « Votre sœur a vendu l'appartement de votre grand-mère. » Pendant un instant, le monde est devenu silencieux. « Ma sœur a vendu quoi ?» ai-je chuchoté. « L'appartement dont vous avez hérité, Chloé. Il a déjà été transféré. » J'ai laissé tomber mon stylo. Cet appartement n'était pas seulement une propriété. C'était le dernier morceau de grand-mère Colette qu'il me restait. L'endroit où nous buvions du thé, où elle me disait de poursuivre mes rêves, où elle disait « Ne laisse pas la vie te rendre petite ». Et maintenant, ma propre sœur me l'avait pris. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que grand-mère avait laissé derrière elle quelque chose qui pourrait la ruiner. Pendant un long moment, je suis resté assise là, immobile, mon téléphone toujours contre mon oreille, tandis que la voix de maître Bertrand traversait la Manche. « La vente a eu lieu la semaine dernière, dit-il d'un ton égal. Votre sœur, Manon, a déposé les papiers en tant qu'exécutrice testamentaire de la succession de votre grand-mère. L'acheteur a déjà viré l'argent. » Ma main s'est resserrée autour du téléphone. « Ça ne peut pas être vrai, ai-je réussi à dire. Le testament de grand-mère me nommait clairement comme bénéficiaire. J'ai même la copie numérisée que vous m'avez envoyée. C'est pourquoi j'appelle, a-t-il répondu, une note d'avertissement dans son ton. Le dossier de succession montre des incohérences. La signature sur le document de transfert ne correspond pas au testament original. Elle semble altérée. Les mots m'ont frappé comme de la glace. Je me suis levé de mon bureau, arpentant le petit appartement. Dehors, Paris se réveillait, le murmure du trafic, une légère bruine sur les fenêtres, mais tout semblait lointain. Manon, ma sœur parfaite. Elle avait 34 ans, mariée à un banquier, mère de 2 enfants, la fille qui ne décevait jamais. Elle vivait à seulement 10 minutes de nos parents à Lyon et aimait être la boussole morale de la famille. Pendant ce temps, j'étais la rêveuse, celle qui avait fait 2 valises et traversé le pays pour travailler dans un petit studio de création. Pour elle, j'étais celle qui fuyait ses responsabilités. Et maintenant, elle avait vendu la seule chose qui me rattachait à la maison. La voix de maître Bertrand a percé mes pensées. Chloé, ne la contactez pas encore. Si elle a falsifié des documents, nous le prouverons. Mais j'ai besoin de rassembler des preuves avant qu'elle ne se rende compte que quelqu'un la surveille. Je comprends, dis-je doucement, bien que les mots aient un goût de cendre. Quand l'appel s'est terminé, je suis resté là, dans ma cuisine, à regarder les gouttes de pluie descendre le long de la vitre. Je pouvais encore imaginer l'appartement de grand-mère Colette, les murs crème doux, l'odeur de sa lotion à la lavande, le son du ventilateur de plafond tournant paresseusement au-dessus de nous. Elle avait l'habitude de s'asseoir sur ce balcon surplombant la Saône et de me raconter des histoires sur les années qu'elle avait passées à voyager après la mort de grand-père. La vie est trop courte pour la vivre petitement, Chloé, chuchotait-elle. Prends des risques, même s'ils te font peur. Cet appartement avait été son sanctuaire, et dans son testament, son dernier cadeau pour moi, la fille qui avait suivi ses conseils. Maintenant, ma sœur l'avait effacé comme si cela ne signifiait rien. J'ai ouvert mes emails et relu la copie numérique du testament. Mon nom était là, en gras et clair. Grand-mère m'avait fait confiance pour protéger son héritage, et j'avais échoué à même savoir qu'il avait disparu. Au moment où le ciel est devenu gris au-dessus de la Seine, je n'avais pas dormi. Mon café avait refroidi depuis des heures. Quelque part à Lyon, ma sœur vivait sa vie parfaite, complètement inconsciente que son erreur venait de réveiller une tempête qu'elle ne pourrait pas contrôler. En grandissant, il y avait 2 types de filles dans notre maison, la fille en or et la compliquée. Manon était la fille en or. Elle ne manquait jamais le couvre-feu, ne se faisait jamais prendre à sortir en douce, et parvenait d'une manière ou d'une autre à traverser la vie avec une auréole d'approbation de tout le monde autour d'elle. J'étais la compliquée, l'artiste, la rêveuse, la fille qui avait un jour peint la balançoire du Porsche de grand-mère en turquoise vif et s'était fait punir pour avoir ruiné l'esthétique. Maman soupirait. « Chloé, pourquoi ne peux-tu pas être plus comme ta sœur ?» Manon se contentait de sourire, de ce sourire poli et patient, et je me promettais silencieusement qu'un jour je quitterais Lyon et créerais quelque chose par moi-même. Quand je l'ai finalement fait, quand j'ai obtenu ce stage en design à Paris, grand-mère a été la seule à me serrer dans ses bras sans jugement. « Vas-y, Chloé, dit-elle en me tenant les mains. Ne t'excuse pas de vouloir plus.
Manon a simplement levé les yeux au ciel. Elle sera de retour dans un an, a-t-elle dit à maman, une fois qu'elle se rendra compte que les rêves ne paient pas le loyer. Elle avait tort. J'ai bâti une carrière, un petit appartement avec vue sur la Seine, et une vie qui était entièrement la mienne. Mais Manon ne m'a jamais pardonné d'être partie parce que j'avais choisi la liberté plutôt que le contrôle familial. Après les funérailles de grand-mère il y a 6 mois, Manon s'est occupée de tout, la cérémonie, les fleurs, les finances. J'en avais été reconnaissante à l'époque. Je pensais qu'elle était responsable. Maintenant, je réalisais qu'elle s'était positionnée comme l'unique autorité depuis le début. L'email de Maître Bertrand est arrivé 2 jours après l'appel. Trouvez des divergences dans le transfert de la succession. La propriété était listée au nom de votre sœur. Le cachet du notaire semble falsifié. J'ai fixé le PDF joint, mon cœur battant à tout rompre dans mes oreilles. La signature ressemblait étrangement à celle de grand-mère, mais pas tout à fait. Les boucles étaient plus serrées, la pression de l'encre inégale. Manon avait toujours été douée pour l'imitation, les voix, l'écriture, même les gens. J'ai fermé mon ordinateur portable et me suis affalé sur le canapé. Toutes les années de compétition silencieuse sont revenues en force, chaque commentaire subtil qu'elle avait fait pour me saper le moral. Tu poursuis toujours des choses qui ne durent jamais. Peut-être que si tu étais resté à la maison, grand-mère t'aurait fait confiance avec plus de choses. Je pensais que ce n'était que des piques mesquines entre sœurs, mais maintenant, elles ressemblaient à des prémonitions. Cette nuit-là, je n'ai pas pu résister. J'ai appelé maman. Elle a répondu joyeusement, sa voix chaude à travers les grésillements. Ma chérie, comment ça va à Paris? J'ai hésité. Maman, est-ce que Manon a déjà mentionné l'appartement de grand-mère? Oui, en fait, dit-elle. Elle nous a dit qu'elle l'avait enfin vendu. Quel soulagement de s'en être occupée. La pauvre. Elle a travaillé si dur avec toute la paperasse de la succession. Ma prise sur le téléphone s'est resserrée. Elle t'a dit qu'elle l'avait vendu? Bien sûr. Pourquoi? J'ai dégluti difficilement. Pour rien, juste curieuse. Quand l'appel s'est terminé, je suis resté assise en silence, regardant mon reflet dans la fenêtre sombre. Maman ne savait pas. Personne ne savait. Pour eux, Manon était toujours la sœur parfaite qui gérait tout avec grâce. Mais je commençais à voir les fissures dans sa perfection, l'ambition qui scintillait juste sous son extérieur calme. Et quelque part à l'intérieur de cette ambition, elle avait décidé que l'appartement de grand-mère, et peut-être l'amour de grand-mère, lui appartenait. J'ai rouvert mon ordinateur portable et tapé un email à Maître Bertrand. Creuser plus profondément. Elle cache quelque chose. En appuyant sur envoyer, je savais une chose avec certitude. Manon avait toujours été la sœur qui ne pouvait rien faire de mal. Mais cette fois, elle était allée trop loin. L'appel est arrivé 2 nuits plus tard. J'étais à moitié endormi, recroquevillé sur mon canapé lorsque mon téléphone a vibré, et son nom a clignoté sur l'écran, Manon. Pendant un instant, j'ai pensé à l'ignorer, mais la curiosité l'a emporté. J'ai glissé pour répondre. Chloé, devine quoi? Sa voix était trop enjouée, trop répétée. Je me suis redressé lentement. Qu'y a-t-il? J'ai enfin vendu l'appartement de grand-mère, a-t-elle annoncé. J'ai conclu l'affaire la semaine dernière. Tu n'imaginerais pas tout le travail que ça a été. L'agent immobilier, la paperasse, les appels interminables. Je me suis figé, serrant le téléphone plus fort. Tu l'as vendu? Oui, dit-elle fièrement. J'ai obtenu un super prix, en plus. Offre de 300 000 € en espèces. Honnêtement, je me sens comme si un poids avait été levé. Tu sais à quel point la gestion des successions peut être stressante. Manon, dis-je lentement, tu as vendu l'appartement de grand-mère. Oui, Chloé. Pourquoi te répètes-tu? Elle a ri légèrement. Je te le dis pour que tu ne sois pas tenu à l'écart. Je vais même t'envoyer quelque chose. Considère ça comme un petit merci. Mon cœur a cogné. Un merci? Ouais, dit-elle vivement. 9 500 €. Je sais que ce n'est pas beaucoup comparé à tout ce que j'ai géré, mais je me suis dit que tu pourrais avoir besoin d'un petit coup de pouce là-bas à Paris. Le loyer est cher, non? Il y avait un rugissement dans mes oreilles. Je pouvais à peine l'entendre. 9 500 € de mon héritage.
Manon, dis-je prudemment, te rends-tu seulement compte de ce que tu as fait? Oh, allez, dit-elle avec un soupir. Ne commence pas avec ton drame. Tu es designer, pas avocate. Tu n'aurais pas su comment gérer tout ce charabia juridique. Je m'en suis occupé pour la famille. Pour la famille, répétai-je doucement, les mots dégoulinant comme du poison. Exactement, dit-elle. Et ce n'est pas comme si grand-mère aurait voulu que tu sois accablé par ça. Tu es parti à la poursuite de tes rêves créatifs, tu te souviens? Laisse-moi m'occuper des vraies choses. Je me suis mordu la lèvre si fort pour m'empêcher de crier. Elle m'a laissé cet appartement, ai-je chuchoté. Quoi? Elle a ri de nouveau, le son aigu cette fois. Ne sois pas ridicule. La succession a été divisée entre nous. C'est moi qui ai tout géré pendant que tu buvais des expressos et dessinais des logos. La cruauté désinvolte dans son ton a fait craquer quelque chose en moi. J'ai forcé un calme que je ne ressentais pas, eh bien, merci d'avoir appelé, Manon. Je ne manquerai pas de me souvenir de ta générosité. Oh, ne sois pas sarcastique, dit-elle rapidement. Je te rends service. Je virerai l'argent la semaine prochaine. Je t'aime, Serette. Elle a raccroché avant que je puisse répondre. Je suis resté assise dans le silence, les lumières de la ville vacillant à travers la vitre humide. Mes mains tremblaient, mais plus de choc, de rage. Elle croyait vraiment s'en être tirée. J'ai ouvert mon téléphone, réécouté l'appel et appuyé sur enregistrer. Maître Bertrand avait demandé une preuve. Maintenant, je l'avais, sa voix, son aveu, son arrogance. En lui envoyant le fichier audio, un calme étrange m'a envahi. Manon n'avait aucune idée de la ligne qu'elle venait de franchir. Elle avait commis une erreur cruciale. 2 jours plus tard, la tempête a éclaté. J'étais au travail en train d'examiner une proposition de logo lorsque mon téléphone a vibré le nom de Maître Bertrand, illuminant l'écran. Chloé, dit-il sèchement, j'ai déposé la plainte pour fraude. Le tribunal a gelé les produits de la vente. Votre sœur va le découvrir d'un moment à l'autre. J'ai dégluti difficilement. Et quand elle le fera, attendez-vous à des feux d'artifice. Il n'exagérait pas. Ce soir-là, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Manon. Puis encore, et encore. Au 10e appel, j'ai décroché. Qu'est-ce que tu as foutu? Sa voix était stridente, se brisant à travers la ligne. Je ne sais pas, dis-je d'un ton égal. Pourquoi ne me le dis-tu pas? Ne joue pas l'innocente avec moi. La banque a gelé mon compte ce matin. Ils ont dit qu'il y a une enquête en cours. Tu as déposé quelque chose, n'est-ce pas? J'ai déposé la vérité, dis-je froidement. L'appartement m'a été laissé, Manon. Tu as falsifié le testament de grand-mère. Pendant un battement de cœur, il y eut un silence, puis un rire amer. Oh mon Dieu, tu as perdu la tête. Tu te prends pour une sorte de victime, Chloé? Tu es délirante. Cet appartement faisait partie de la succession familiale. Je le gérais comme j'ai tout géré d'autres. Tu étais trop irresponsable pour t'en occuper. Tu l'as volé, ai-je lancé. S'il te plaît, siffla TL. Tu étais à Paris à courir après des projets artistiques pendant que je m'occupais de la vraie vie. Tu ne mérites pas cet appartement. Tu ne mérites même pas de prononcer son nom. Quelque chose en moi s'est brisé. N'ose pas parler de grand-mère comme ça. Elle me faisait confiance. Elle m'aimait. Elle avait pitié de toi, a rétorqué Manon. C'est tout. Avant que je puisse répondre, elle a raccroché. Le son de la tonalité a persisté dans mes oreilles longtemps après la fin de l'appel. Je ne me suis rendu compte que je pleurais que lorsque j'ai senti des larmes sur mes mains. Quelques minutes plus tard, mon téléphone a de nouveau sonné. Maman. J'ai hésité, puis répondu. Chloé, que se passe-t-il? Sa voix était tendue de confusion. Manon est hystérique. Elle a dit que tu essayais de la ruiner, quelque chose à propos de fraude. Elle a falsifié les documents de grand-mère, maman. C'est ridicule, a dit maman rapidement. Ta sœur ne ferait jamais une chose pareille. Elle a tout géré de manière responsable. Tu sais à quel point tu peux être émotive. Maman, arrête. Ma voix s'est brisée. Ce n'est pas de l'émotion. Ce sont des preuves. Maître Bertrand a trouvé la fausse signature. Elle l'a admis au téléphone.
Il y eut une longue pause. Tu as enregistré ta sœur? Oui, dis-je, parce que personne ne me croit jamais sinon. Chloé, a dit maman lentement, sa déception me transperçant plus profondément que la colère, cette obsession de l'équité. Ça déchire notre famille. Laisse tomber. J'ai fixé le sol. Elle a pris ce que grand-mère m'a laissé. Et maintenant tu détruis la vie de ta sœur. Elle l'a détruite elle-même, elle chuchotait, mais elle n'a pas écouté. La ligne est devenue silencieuse, à l'exception de son soupir. Je ne sais pas ce qui t'est arrivé, Chloé. Tu étais si gentille avant. L'appel s'est terminé par un clic doux. Je suis resté seul dans mon appartement, les lumières de la ville brillant froidement au-delà de la fenêtre. Mon reflet semblait inconnu, plus dur, plus vieux. Manon avait la sympathie de la famille. J'avais la vérité, mais la vérité ne vous réconforte pas quand tout le monde l'appelle trahison. Pour la première fois, j'ai réalisé ce que grand-mère avait voulu dire quand elle disait « La liberté a toujours un coût ». Et en ce moment, elle me coûtait ma famille. Les jours suivants s'écoulèrent comme une fièvre. Mon téléphone était silencieux pour la première fois depuis des semaines. Trop silencieux. Pas d'appel de maman. Pas de SMS de Manon. Seulement le message occasionnel de maître Bertrand me tenant au courant des dépôts légaux. Puis, un soir de pluie, j'ai reçu un email qui m'a fait chavirer le cœur. Objet, nous devons parler. C'était de Thomas, le mari de Manon. Nous n'avions jamais été proches. Il était poli, distant, le genre d'homme qui souriait pour les photos de Noël mais semblait toujours à moitié ailleurs. Pourtant, quelque chose dans l'objet de l'email semblait lourd. Avant que je puisse trop y penser, mon téléphone a vibré. Thomas appelait. J'ai hésité, puis répondu. Thomas? Chloé, dit-il doucement, presque en chuchotant. J'espère que je ne dépasse pas les bornes en t'appelant. Ce n'est rien. Qu'est-ce qui se passe? Une pause, puis un profond soupir. Je pense que tu mérites de connaître la vérité. Mon pouce est accéléré. Quelle vérité? Je ne savais pas au début, a-t-il commencé. Manon m'a dit qu'elle devait régler des affaires de succession et que tu étais trop occupé à Paris pour t'en soucier. Je ne l'ai pas remise en question, mais après que tout a éclaté, après que la banque a gelé notre compte, j'ai commencé à poser des questions. Il déglutit difficilement. Elle l'a falsifié, Chloé. Le testament. Elle a dit que personne ne le découvrirait jamais parce que tu es à l'étranger. Elle a dit à l'agent immobilier que tu avais renoncé à tes droits. Pendant un moment, je ne pouvais plus respirer. Tu es sûr? Oui, dit-il. Je l'ai confrontée hier. Elle a d'abord nié. Puis elle s'est effondrée. Elle a dit qu'elle l'avait fait parce que ce n'était pas juste que tu aies l'appartement alors qu'elle avait fait tout le travail. Une vague de nausée m'a envahi. Elle m'a volé parce qu'elle était jalouse, elle chuchotait. Elle a dit qu'elle le méritait plus, a admis doucement Thomas. Elle a utilisé une partie de l'argent pour un acompte sur une nouvelle maison. Le reste a disparu, dépensé. Elle ne peut pas le rembourser. J'ai fermé les yeux. Et toi? Moi, a-t-il hésité. Je ne peux pas défendre ce qu'elle a fait. Mais je ne peux pas non plus continuer à vivre comme ça. Lui mentir, la voir s'effondrer. Sa voix s'est brisée. Tu n'es pas folle, Chloé. Tu as raison. Et si ça va au tribunal, je témoignerai. Pendant un long moment, aucun de nous n'a parlé. Le bruit de la pluie contre la fenêtre remplissait le silence. Merci, dis-je finalement, ma voix faible. Tu n'as pas à me remercier. J'aurais dû parler plus tôt. Quand l'appel s'est terminé, je suis restée assise là, regardant le ciel gris de Paris. Le petit monde parfait de Manon commençait à s'effondrer. Et pour la première fois, je ne m'en sentais pas coupable. Une notification est apparue. Un nouveau message de maître Bertrand. Les acheteurs ont pris contact. Ils coopèrent. Leur témoignage aidera à prouver la fraude. J'ai expiré lentement. Pièce par pièce, la vérité s'alignait. Mais avec la vérité est venue autre chose, une douleur sourde. Cette nuit-là, je ne pouvais pas m'empêcher de repasser en boucle les mots de Thomas. Elle a dit qu'elle l'avait fait parce que ce n'était pas juste. J'ai pensé à chaque dispute à table que nous avions jamais eue, comment la voix de Manon dégoulinait toujours de supériorité. Certains d'entre nous travaillent vraiment pour ce qu'ils ont, Chloé.
Combien de fois en avais-je ri, prétendu que ça ne me piquait pas? Maintenant, je réalisais qu'elle n'avait pas seulement envié mes choix, elle les avait détestés parce qu'ils lui rappelaient tout ce à quoi elle avait renoncé, sa liberté, ses rêves, elle-même. J'ai attrapé mon vieil album photo sur l'étagère. Nous étions là, deux sœurs sur le balcon de grand-mère, peut-être 12 et 16 ans. Manon, bronzée et confiante, son bras autour de moi. Moi, plus petite, souriant largement, tenant le carnet de croquis de grand-mère. En regardant cette photo, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu, de la pitié. Manon avait passé toute sa vie à jouer la perfection, tandis que j'avais appris à être réel. Mais la pitié n'effaçait pas ce qu'elle avait fait, et elle ne ramènerait pas l'héritage de grand-mère. J'ai envoyé un message à maître Bertrand avant de me coucher. Si Thomas est prêt à témoigner, construisez le dossier autour de ça. Je veux que chaque détail soit documenté. Je suis resté éveillé jusqu'à l'aube, fixant le plafond. Les mensonges de Manon lui avaient bâti un royaume. Il était maintenant temps de le brûler, brique par brique. 3 jours plus tard, maître Bertrand a appelé avec une nouvelle qui a fait battre mon pouls plus vite. Son avocat a pris contact, dit-il sèchement. Ils veulent un arrangement. Un arrangement, ai-je répété. C'est-à-dire, payer pour s'en sortir? Essentiellement. Ils offrent 140 000 € si vous retirez la plainte et laissez la vente en l'état. J'ai fixé l'écran de mon ordinateur portable, le curseur clignotant sur une ébauche de design vide. 140 000 €, la moitié de la valeur de l'appartement que grand-mère m'avait laissé. Et pourtant, cela semblait bon marché, comme s'ils essayaient de monnayer mon silence. Non, dis-je finalement. Elle ne va pas commettre une fraude et ensuite négocier son pardon. Chloé, dit calmement maître Bertrand, je suis d'accord. Mais je dois vous avertir, si nous allons au procès, ce sera brutal. Son équipe soutiendra que votre grand-mère n'était pas saine d'esprit quand elle a signé le testament. J'ai ri amèrement. Grand-mère était plus vive d'esprit que nous deux réunis. Elle apprenait l'italien à 78 ans. Je le sais, dit-il. Mais ils trouveront n'importe quoi pour sauver la face. Vous serez contre-interrogé. Vos emails, vos visites, toute votre relation avec votre sœur, ils utiliseront tout ça comme une arme. Qu'ils essaient, dis-je doucement. J'en ai assez de me taire pour maintenir la paix. Il y eut une pause, puis un soupir. Vous parlez exactement comme elle. Vous savez qui? Votre grand-mère. Féroce, têtue, impossible à intimider. Le compliment m'a serré la gorge. Cette nuit-là, alors que la pluie tapait contre la fenêtre, j'ai fait défiler de vieux messages de grand-mère Colette. Il y en avait un datant de 2 ans avant sa mort. Tu me rappelles qui j'étais, Chloé. Courageuse, curieuse, un peu téméraire. Si jamais je te laisse quelque chose, sache que ce n'est pas une aumône. C'est une promesse. Une promesse? Ce mot m'a frappé comme un éclair. Manon n'avait pas seulement volé de l'argent. Elle avait violé une promesse entre une grand-mère et sa petite-fille, un lien bâti sur la confiance et l'amour. Le lendemain matin, mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, c'était un texto de Manon. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Peut-on s'il te plaît juste passer à autre chose? J'ai fixé l'écran. Passer à autre chose. Comme si c'était un malentendu, comme si elle n'avait pas falsifié de signature, menti à maman et traîné le nom de grand-mère dans la boue. Mes pouces ont plané au-dessus du clavier avant que je ne tape finalement en retour, nous avons dépassé le stade de passer à autre chose. Maître Bertrand a appelé plus tard cet après-midi-là. Alors, quelle est votre décision? Je vais accepter un arrangement, dis-je lentement. Mais seulement à mes conditions. Il semblait intrigué. Quel genre de conditions? Le genre dont grand-mère aurait été fière. Car il ne s'agissait pas seulement de gagner. Il s'agissait de s'assurer que Manon affronte la vérité, chaque mot, chaque mensonge, chaque conséquence. Et quand la poussière serait retombée, je voulais qu'elle comprenne que cette fois, son charme, ses mensonges et son sourire parfait ne la sauveraient pas. Maître Bertrand m'a rencontré lors d'un appel vidéo tôt le lendemain matin. Vous avez dit que vous accepteriez un arrangement, a-t-il commencé prudemment, mais seulement à vos conditions. Écoutons-les. Je me suis penché en avant, carnet ouvert, mon cœur battant d'un étrange mélange de fureur et de calme. 4 conditions, ai-je dit. Sans exception. Il a haussé un sourcil. Continuez. Premièrement, ai-je dit,
Manon rédige des excuses officielles signées, datées et notariées admettant qu'elle a falsifié les documents de grand-mère et trompé tout le monde. Pas de langage vague sur un malentendu. Cela doit énoncer la vérité. Maître Bertrand a hoché la tête lentement. D'accord. Deuxièmement, elle rembourse les acheteurs pour chaque centime de leur perte. Frais de déménagement, acompte, logement temporaire. Chaque centime vient d'elle, pas du compte gelé. Il a griffonné des notes. Troisièmement, elle envoie une lettre à nos parents expliquant ce qu'elle a fait et pourquoi. Elle n'a pas le droit de continuer à se cacher derrière son auréole. Maître Bertrand a levé les yeux. Et la quatrième. Elle accepte par écrit de ne jamais contester le testament de grand-mère ou toute autre affaire de succession future. Jamais. Maître Bertrand a laissé échapper un long soupir. C'est poétique. Dur, mais juste. Et si elle refuse, alors nous allons au tribunal, ai-je dit sèchement. Et je m'assurerai que tout le monde sache qui elle est vraiment. Il a souri légèrement. Vous parlez comme quelqu'un qui a déjà gagné. Je ne cherche pas la vengeance, ai-je dit. Juste la vérité. Quelques heures plus tard, Maître Bertrand a rappelé. Elle a accepté vos conditions. Mon souffle s'est coupé. Elle quoi? Elle signe tout maintenant. Les excuses, les remboursements, les lettres. Son avocat a dit, et je cite, « Elle veut juste que ce cauchemar se termine. » J'ai presque ri. Un cauchemar qu'elle a créé. Cet après-midi-là, j'ai reçu l'email. Objet, document de règlement. Pièce jointe, 5. Mes mains tremblaient en ouvrant le PDF. L'écriture de Manon remplissait la première page, nette, contrôlée, la même écriture qui avait autrefois falsifié le nom de grand-mère. Moi, Manon Martin, reconnais avoir falsifié des documents légaux relatifs à la succession de Colette Leroy. J'ai dénaturé la propriété de son appartement, trompé ma sœur Chloé, et causé un préjudice émotionnel et financier à plusieurs parties. J'assume l'entière responsabilité de mes actes et remplirai toutes les conditions du règlement de bonne foi. Je l'ai lu 3 fois. Pendant des mois, elle m'avait fait sentir comme l'imprudente, l'égoïste, le mouton noir. Maintenant, de ses propres mots, elle avait tout avoué. J'ai transféré le document à Maître Bertrand avec une seule ligne, justice est faite. Mais en fermant mon ordinateur portable, la victoire n'avait pas un goût sucré. Elle était lourde, car la justice n'efface pas la trahison. Elle prouve seulement que vous aviez raison depuis le début. 2 semaines plus tard, Maître Bertrand a confirmé que tout était finalisé. Les fonds du compte gelé avaient été débloqués. Les acheteurs avaient été remboursés et le titre de propriété de l'appartement était officiellement de nouveau à mon nom. Quand il m'a demandé ce que je comptais en faire, je n'ai pas hésité. Le vendre, ai-je dit. Grand-mère me l'a donné pour que je puisse construire ma vie, pas pour que je m'accroche au passé. La vente s'est conclue plus vite que prévu. Au moment où le paiement a atteint mon compte, j'ai fixé le chiffre sur l'écran, 325 000 €. Mais ce n'était pas l'argent qui m'a fait pleurer. C'était ce qu'il représentait, la confiance de grand-mère en moi, sa manière discrète de dire « va vivre audacieusement ». 1 mois plus tard, j'ai démissionné de mon agence et ouvert mon propre studio de design, Colette Création, nommé en son honneur. Ça a commencé petit, une pièce, un bureau, un client qui m'a fait confiance. Mais chaque matin, en déverrouillant la porte, je sentais qu'elle était là, à côté de moi, souriant de ce petit sourire fier qu'elle avait l'habitude d'esquisser chaque fois que je lui montrais un nouveau croquis. Puis, un après-midi, un colis est arrivé de Lyon. L'écriture sur la boîte était familière, celle de maman. À l'intérieur se trouvait une petite pochette en velours et une note pliée. C'était à ta grand-mère. Elle voudrait que tu l'aies. J'ai ouvert la pochette et j'ai eu le souffle coupé. Sa montre en argent, celle qu'elle portait tous les jours, polie et lisse par le temps. Je l'ai retournée et j'ai vu pour la première fois la gravure au dos, le monde attend. Je l'ai pressée contre mon poignet, sentant le faible bourdonnement de son tic-tac contre ma peau. Manon n'a jamais repris contact. Par des amis communs, j'ai appris qu'elle avait vendu la nouvelle maison à perte, s'était séparée de Thomas et avait emménagé dans un petit appartement près de nos parents. Sa réputation, autrefois sans faille, avait disparu. Je ne la détestais pas. Plus maintenant. Peut-être qu'elle apprendrait enfin ce que grand-mère m'avait appris, que la liberté et l'intégrité valent plus que tout ce que l'on peut voler. Maman a appelé quelques mois plus tard. Sa voix était plus douce, presque fragile.
Ta grand-mère serait fière de toi, a-t-elle dit. Et moi aussi. Ce n'étaient pas des excuses, pas exactement. Mais c'était un début. Le lendemain matin, je me tenais près de la fenêtre de mon studio, surplombant la rivière. La ville se réveillait, le bourdonnement du trafic, le bavardage des gens poursuivant leurs propres rêves. J'ai touché la montre en argent à mon poignet et j'ai chuchoté, j'ai réussi, grand-mère. Car au final, son vrai cadeau n'était pas un appartement ou un chèque. C'était le courage de me défendre, de me battre pour ce qui était juste, même si cela signifiait être seul. Et alors que le soleil perçait à travers les nuages, j'ai réalisé autre chose. Je n'avais pas seulement récupéré ce qui avait été volé. Je m'étais récupéré moi-même.